Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle présentation. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est nouveau, puisque nous allons regarder la carte Edge.io NTSC EDT 0800. Alors, il s'agit d'une carte qui permet de faire des entrées rapides, des entrées touch probe, c'est-à-dire qui permet de connaître un instant très très précis d'un signal et par voie de conséquence de connaître la position précise d'un axe. Donc effectivement, une fonction de touch probe, hein, j'ai un produit qui arrive sur un convoyeur rapide, je veux savoir exactement la position du convoyeur quand le produit est détecté. Et associé à cette présentation, et qui est en fait quelque chose dont je me suis aperçu en travaillant le sujet, c'est comment dire, c'est un effet de bord, on pourrait dire, quand on fait des mouvements en endless rapide. On va voir ça juste après. Donc, ben, effectivement, malheureusement, je présente deux sujets en un. Alors, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus clair, mais malheureusement, ces deux sujets sont liés et je ne peux pas vous présenter l'un sans l'autre, ce serait incomplet. Donc, il est le résultat d'essais que j'ai fait dans notre laboratoire et qu'il me semble judicieux de partager, de vous exprimer, parce que vous pouvez être confronté à ces sujets-là. Donc, comme je vous ai dit, cette carte fait partie de notre toute nouvelle offre que nous venons de lancer, une offre qui s'appelle Edge.io. Pour utiliser ce système d'entrée-sortie, une fois n'est pas coutume, nous allons utiliser la toute dernière version de Machine Expert, la version 2.6. Alors, pour ne pas alourdir la présentation, ne pas la rallonger, je ne vais pas présenter tout ce qui est lié à la configuration d'un bloc d'entrée-sortie Edge.io. Je le ferai dans d'autres présentations plus spécifiques et je vous renvoie également vers la chaîne YouTube de mon collègue Arnaud, les tutos d'Arnaud, où il présente ce sujet-là beaucoup plus en détail que moi. Vous pouvez accéder au tuto d'Arnaud dans un lien sur ma chaîne YouTube. Voilà, nous nous référençons mutuellement euh, pour partager le plus grand nombre de sujets. Donc cette carte concerne des touch probes, des entrées rapides, et elle sera particulièrement adaptée, alors j'ai une coquille là dans mon texte, pour le nouveau motion controller haute performance, le M660, qui lui, contrairement au contrôleur LMC Pro 2, n'a pas d'entrée touch probe sur le produit en lui-même. Voilà, on sera obligé de passer par une carte d'entrée-sortie. Cette carte permet également d'ajouter des entrées touch probe sur un LMC Pro 2 dans le cas où il n'y en aurait pas assez, dans le cas où il faudrait par exemple détecter sur un convoyeur rapide, je ne sais pas, 8, 16, 32 produits. Voilà. Alors, les conditions de test, alors c'est la partie un petit peu délicate de cette présentation. Euh, j'ai peut-être pas détaillé le but. Le but, c'est de caractériser cette carte, de connaître quelle est sa précision et quelque part de savoir sa performance, jusqu'où je vais pouvoir aller mesurer et quelle sera finalement la précision de position de mon produit, puisque ça c'est très important. Je rappelle, un convoyeur qui avance à 2 mètres par seconde, une erreur temporelle d'une milliseconde, c'est une erreur de 2 millimètres. Dans certains cas de figure, une prise robot par exemple, eh bien ça peut rendre la prise impossible. Voilà, parfois on a besoin d'une très grande précision, de l'ordre du dixième. D'où l'importance dans un choix d'architecture, de vitesse, de performance, de connaître les caractéristiques d'une carte, de savoir sur quelle performance on peut s'appuyer. Donc, ça nous impose, dans les tests qu'on va faire, donc des tests statistiques, pour caractériser un jitter, ça nous impose d'avoir une base de temps très très précise. J'ouvre une parenthèse pour l'anecdote. Dans mes premiers essais, et j'ai mis un moment à m'en rendre compte, je générais un signal avec un LMC Echo et une tâche rapide à 50 microsecondes. Je m'étais dit, ça sera suffisamment précis. Et là,
j'ai eu des jitters très très importants. Au bout d'un petit moment, j'ai fini par comprendre que c'était le noyau temps réel du, du- du système qui me générait ces jitters, des jitters qui allaient jusqu'à 40-50 microsecondes. Donc bien évidemment, ça n'était pas admissible pour une entrée touch probe. Donc une fois que ça a été le plus long, que j'ai compris que ces jitters-là venaient de la source et non pas de la mesure du signal, eh bien j'ai trouvé une autre solution et nous le verrons tout à l'heure, on arrive à des résultats beaucoup plus intéressants. Voilà, donc le texte écrit de ce que je viens de dire, très 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 important, le signal source, le signal trigger doit être extrêmement précis. Alors, par exemple, on va s'intéresser bien évidemment à des systèmes rapides et pour ce test, nous allons travailler avec un moteur, on va faire l'hypothèse d'un moteur qui tourne à 10 tours par seconde en unité applicative. 10 tours par seconde, ça veut dire 3600 degrés par seconde ou encore 600 RPM en unité utilisateur. Eh bien, c'est un cas tout à fait réaliste, hein. Imaginons qu'on ait un réducteur par 5 ou par 10. 600 RPM sortie réducteur, ça veut dire 3000 ou 6000 RPM sortie moteur. Alors c'est une valeur maximale, mais ce sont des unités tout à fait possibles, plausibles, crédibles. Voilà. On peut aussi le voir, alors là c'est un petit peu rapide, mais comme un convoyeur qui avancerait à 3,6 mètres par seconde. C'est rapide, mais dans certains cas, on peut avoir des vitesses de cet ordre-là. Ça, c'est pour les conditions de test. J'ai encore une erreur, il me manque un E, j'ai fait cette présentation un petit peu trop vite. Donc, je le disais juste avant, obtenir une horloge, un signal lui-même très 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 précis. Donc, une fois qu'on élimine la génération de ce signal par un autre LMC externe, j'ouvre une parenthèse parce que c'est un sujet auquel on avait pensé avec des collègues. On aurait pu se dire, le LMC qui fait la mesure est aussi celui qui génère. Mais ça, c'est pas possible. On ne peut pas, dans un système, être générateur et appareil de mesure. On ne peut pas être juge et partie. Il faut une référence complètement indépendante et l'appareil de mesure, lui, ne doit faire que de la mesure d'un signal indépendant. Donc, cette solution, je ne l'ai pas retenue. Donc, pour cette source, pour générer ce signal très précis, eh bien, j'ai tout de suite pensé à un de mes hobbies, c'est-à-dire de le générer à partir d'un microcontrôleur et d'un timer, en l'occurrence un ESP32. Si vous faites de l'informatique industrielle, vous devez connaître ce microcontrôleur qui est une petite merveille. Et voilà, donc je reviendrai un petit peu plus tard sur la génération du signal. Bien évidemment, quand on parle de caractériser un jitter, on va parler d'une mesure statistique. Et le choix que j'ai fait, avec un signal à 1 Hz, donc 1 Hz, on va mesurer la position d'un axe qui tourne à 10 tours par seconde. Donc tous les 10 tours, on va s'attendre à faire une photo et avoir théoriquement toujours la même position. Et donc, à partir de cet échantillonnage à la seconde, on va faire, bien évidemment, entre les deux horloges, on va avoir des jitters, hein. Il est impossible d'avoir exactement deux horloges identiques, mais on va avoir donc des positions qui vont évoluer. On va imaginer une courbe de tendance, et cette courbe de tendance, on va la calculer par la méthode des moindres carrés, ce qui est le plus simple. On va prendre uniquement 10 échantillons parce que ça permet d'avoir des calculs très très rapides. Et ce calcul, on va le faire à la manière d'une moyenne mobile. Donc à chaque échantillon, on va prendre les 10 derniers, on va calculer la tendance par la méthode des moines carrés. Et par rapport à cette tendance, on va calculer l'écart min et max par rapport à la position théorique. Et ça va nous donner le jitter. Donc, pour générer ce signal très très précis, j'utilise une carte ESP32 qui a un IHM tactile. Je vous mets le prix de cette carte parce que c'est vraiment un produit très 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 intéressant. Il y a différentes tailles d'écran, ça commence à 2,4 pouces, 2,8, 3, 3,5, 4 et il y a même au-delà des 7 et 8 pouces un petit peu plus cher.
Moi, j'utilise une 3 pouces et demi. Voilà, donc ça permet, et là j'ai fait un programme, c'est assez simple, je vais couper le haut-parleur. Voilà, ça permet de générer une fréquence, une période avec une résolution en microsecondes et une période théon toujours en microsecondes. Donc, j'utilise deux timers, un pour le front montant, un pour le front descendant, ce qui me permet d'avoir un signal très 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 précis. Et également une interface entre du 3 volts 3 et du 24 volts avec deux transistors, un NPN en bas et un PNP en haut, qui me pilote un 24 volts avec un pont diviseur. Je fais circuler 10 mA dans le pont diviseur, donc j'ai un signal soit à 0, soit à 20 volts, qui est suffisant pour déclencher l'entrée TouchProbe. Je ne rentre pas plus dans le détail. Alors, on va regarder tout de suite ce que ça donne. Donc, soit à 360 degrés par seconde, soit à 3600. Donc, pour ce faire, j'utilise une machine virtuelle. Je me connecte. Donc, oui, peut-être quelques mots sur le programme. Donc, c'est une base de template motion très très classique, comme j'utilise souvent. Sur le Cercos, à la manière d'un îlot TM5, on a une tête de bus en Cercos. La carte qui nous intéresse, la NTS EDT 0800, avec un ajout de module, une entrée touch probe sur l'entrée 1 de cette carte. Ça, c'est pour la partie hardware. Encore une fois, je ne rentre pas dans ce détail-là aujourd'hui. Là-dessus, nous avons une tâche rapide qui est synchronisée sur le RTP Axis, donc à 1 milliseconde. Ici, j'aurais dû mettre priorité 0. C'est pas gênant puisque le programme ne fait pas grand-chose. Et je lance donc cette tâche où je vais analyser le signal. Alors, je vais vraiment la survoler. Je vous donnerai le programme en pièces jointes. Vous pourrez le regarder. Euh, pour vraiment prendre de très haut niveau, on a un graph7 qui, une fois sur deux, quelque part, arme la capture du signal, c'est-à-dire qu'on va aller, on dit au système d'aller mesurer la position de EM3 axe 1, et euh, dès que on aura eu un front montant, on va aller capturer la position de l'axe. Voilà. Et quand ça aura été fait, on rend la main à l'étape 10. Euh, où est mon retour à l'étape 10? Il n'y est pas, donc ça veut dire qu'on est tout le temps à l'étape 20. Je dis peut-être une bêtise. Oui, on reste tout le temps à l'étape 20. On n'y revient pas. Euh, si, si. On y revient une fois sur deux. Donc toutes les 500 millisecondes, on réarme. Cette fonction nécessite chaque fois qu'on a eu une capture, de réarmer la capture. Voilà. Vous lirez le code en détail, vous le comprendrez, je n'en doute pas. Donc, c'est là qu'on vient mémoriser une table de points en XY. À chaque cycle, on fait un calcul du jitter max par la méthode des moindres carrés. Cette fonction est ici. Pareil, je vous laisse l'analyser. Et on fait tout ceci dans un buffer tournant de points XY. Voilà. Donc, tâche à 1 milliseconde qui regarde les captures du signal. Alors, on a... Ah oui, j'ai modifié la priorité de la tâche, il redémarre, pardon. Donc, là, le générateur, il est configuré sur une période de 1 seconde avec un rapport cyclique de 1,5. Donc, on voit l'entrée qui bagote comme ceci. Je vais mettre une période de 2 secondes. Donc, le signal d'entrée bagote à 2 secondes avec 500 millisecondes de théon.
je descends le T-on à 200 millisecondes. Voilà, c'est beaucoup plus rapide. Et pour notre test, donc je vais me mettre à 1 seconde avec une largeur de pulse, par exemple, de 10 millisecondes. Si je le regarde sur une trace, j'ai une largeur de pulse de 10 millisecondes toutes les secondes. C'est le signal rouge en bas. Voilà. Si j'arrête la trace, le signal à 10 millisecondes, voilà, c'est bien ce qu'on a là. Donc, au passage, ça permet aussi de caractériser la précision de la génération des signaux. Maintenant, je lance en endless à 360 degrés par seconde mon axe et je vais regarder qu'est-ce qu'il se passe sur la trace. Donc, j'ai bien du 360 degrés par seconde. 360 degrés par seconde. Si j'arrête la trace, voilà. Donc, le point de capture, il est à peu près par là. LR Touch Probe Position. Maintenant, si j'enlève pour avoir plus d'échelle, je vais voir mon signal évoluer. Download. Voilà. Donc, c'est ce que je vous disais, on a un léger battement. Voilà, parce que c'est très difficile de synchroniser exactement deux horloges. C'est pas gênant. Quand on recalcule le jitter avec la méthode que je vous indiquais, voilà, on a un jitter qui est de l'ordre de 0,001 microseconde. C'est vraiment très très bien, c'est très puissant. Je suis surpris de ce résultat, mais voilà, à un moment donné, les faits, les mesures sont là, il n'y a pas de raison de ne pas les croire. Je vais très légèrement augmenter la période. Donc je vais baisser la fréquence. Je rajoute 1 microseconde sur la période. Top. Donc je vais introduire un battement un petit peu plus grand. Eh bien on le voit. Voilà. Là je vais avoir une tendance un peu plus grande. Pendant 10 échantillons, je vais avoir un jitter beaucoup plus grand, forcément, puisqu'il était habitué à ceci. Pendant les 10 secondes de moyenne mobile, il a autre chose. Et une fois cette tendance augmentée, on retrouve un battement très très correct. Je vais encore ajouter un battement un peu plus grand, c'est-à-dire cette fois ça ne va pas être 1 micro mais 10 microsecondes de battement. Donc j'augmente la période, donc je baisse la fréquence. Et voilà, j'ai une tendance encore beaucoup plus grande. Pendant 10 secondes, le jitter augmente et revient se stabiliser à une valeur basse. 1 micro, 10 micros, je continue. Je vais ajouter maintenant 100 microsecondes. Et c'est encore le même principe. La tendance augmente de plus en plus. Et le jitter revient se stabiliser. Maintenant, je vais mettre non plus 100 micros, mais 1 milli. Toujours pareil. J'augmente encore la tendance. Mais quel que soit le battement entre les deux horloges, j'ai toujours un jitter très 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 précis. Voilà. Et les ordres de grandeur, voilà, on est toujours bien en dessous du micron. Pardon, de la. Non, là on est en degrés, pardon, on est en degrés. Donc je suis en dessous de 0,5 degrés. Pardon, c'est des degrés, c'est pas du temps. Euh, c'est à ramener bien évidemment à la vitesse. Là, on est à 360 degrés par seconde. Je vais mettre maintenant un battement beaucoup plus important encore. Je vais mettre donc 1,1 seconde. Donc je serai à 0,9 Hz. Et là, ça va vraiment s'emballer beaucoup avec un débordement. Quand on aura passé la période des 360 degrés, on va revenir à zéro, etc., etc. Mais finalement, peu importe, le jitter au bout de 10 secondes va quand même se stabiliser à une valeur très basse. Alors là, peut-être j'ai été un peu trop gourmand. Je vais mettre
J'ajoute 10 milli au lieu de 100 milli. J'étais allé un petit peu trop vite. Voilà, voilà. Et là, je retrouve toujours pareil, des valeurs très très basses en degrés. Bien, toujours si je réaffiche la position, hein, on voit bien qu'au fur et à mesure, comme on a un battement, on augmente, etc. Je me remets à 1 seconde, vraiment théorique. Et maintenant, pour montrer le problème que nous avons, je me mets à 10 tours secondes. Voilà, on voit. Alors, on va arrêter un petit peu la trace. On voit qu'effectivement, à chaque fois qu'on a un top trig, on a 10 tours par seconde. C'est exactement ce qu'on voulait. Alors, on relance la trace et on enlève ce signal un petit peu perturbant. Et surtout, on va enlever maintenant ce jitter qui est ce battement. On va revenir à quelque chose d'un peu plus constant. Alors, je vais aller provoquer. Pour voir le problème dont je vais vous parler, il faut malgré tout provoquer un. J'avais arrêté le signal, pardon. Donc il faut provoquer un battement un petit peu caractéristique. Là, on ne le voit pas. Là, on va le voir. Un petit peu plus peut-être encore. Voilà, on va le voir arriver. Voilà. Quand on va arriver à 360 et qu'on va déborder, on s'attend, dès qu'on est à 360, à revenir à 0. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. On a ici un problème. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'arriver sur un palier. Alors, je vais aller droit au but et vous expliquer d'où vient ce problème. On va zoomer sur cette partie-là. Caractéristique du mode endless de Pacdrive, quand on est à haute vitesse, on n'est pas forcément entre 360 et 0. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que c'est normal, je suis juste en train de vous dire c'est comme ça, et mon objectif est de vous montrer comment se sortir d'affaire quand on est dans ces cas-là. Donc on voit que le signal ici dépasse les 360, on est à 375, etc. On va jusqu'à 390 et on revient pas tout à fait à zéro, on revient à 40. Je vous rassure tout de suite, il m'est arrivé de faire des machines où on travaillait avec ces vitesses-là, dans un système à profil de cam, où on avait 50 à 60 cycles mètres virtuels par seconde. Alors, c'est pas du tout un problème, ça marche très bien. Simplement, voilà, il faut avoir conscience que les positions dans les phases, dans les zones de débordement sont dans le modulo. Alors, là aussi, quand j'ai découvert cette situation avec la carte HIO, je me suis posé des questions. Et puis, avec les collègues, on a cherché, on a fini par trouver comment se sortir d'affaire dans ce cas-là. Eh bien, tout simplement, dans les bornes inférieures et supérieures de la fonction EdgeStart, bien que l'on soit dans euh, dans un axe index entre 0 et 360, si on met en dessous du minimum, c'est-à-dire moins 360, alors là je mets vraiment des valeurs extrêmes, hein, on pourrait mettre entre moins 40 et plus 400, mais volontairement je vais à des multiples de la période, eh bien dans cette configuration-là, on n'a plus le problème. Démonstration. Voilà, on est à 324, donc on va aller assez vite là, et je vais même ralentir pour qu'on le voit vraiment très très bien. Ah, j'ai débordé trop vite. Je vais essayer de revenir dans cette zone-là et je le ralentirai à l'approche. Voilà, là je le ralentis.
je suis peut-être un peu loin encore. Voilà. Voilà, on arrive à 360. Et là, voilà, je peux arrêter la trace. Et là, on a bien un signal comme on voulait voir. On a quelque chose qui se décale bien au fur et à mesure. Le battement est bien respecté. Si je regarde cette zone-là, je me rends compte que alors j'ai un effet démo. J'ai un effet démo. Pourquoi je vois pas ce que je veux montrer? Alors, c'est à quel endroit? C'est peut-être un peu plus loin. Ici. Alors, eh bien, si. Si, si, si. C'est-à-dire que quand à un moment donné, voilà, ici j'ai mon signal. Quand je dépasse 360, si je mets le curseur, ce qui est le cas ici. Non, là je suis bien à 0. Pourquoi j'ai plus le problème? Je vais passer vite peut-être. Alors, reprenons. Il y a un effet démo, on ne voit pas le phénomène. Alors, pourquoi on ne voit pas le phénomène? Peut-être il me faut tourner plus vite. Je suis surpris. Pourquoi je ne le vois pas? Il faut sans doute ralentir un peu. Ça doit aller trop vite. On va laisser approcher de 360. On est encore loin. Voilà. Voilà. Là, on a un battement très très faible. Voilà. On devrait voir le phénomène. Voilà, on a dépassé 360 là. Non, 353. Pas encore dépassé. Ah, je suis encore un peu loin. Encore un peu loin. Voilà. J'accélère encore un peu. Voilà. Quand on veut reproduire un phénomène étrange, c'est toujours quand on veut le reproduire qu'on a du mal à le faire apparaître. Voilà, on y arrive. Et on dépasse 360. Vous voyez? Et là, cette fois, on n'a plus ce palier qui bridait tout à l'heure à 360. Parce que
on a étendu les bornes. Voilà. Donc c'est une astuce à savoir. Dans les mouvements endless rapides, la plage dépasse 0,360. Donc euh, il faut s'autoriser à aller plus loin que les bornes. Bien évidemment, dans votre calcul derrière, il ne faudra pas oublier de faire un modulo réel. C'est-à-dire que si la valeur est supérieure à la période, il faudra enlever une période. Encore une fois, c'est un fonctionnement de Parcdrive 3. Je ne suis pas en train de dire c'est bien, c'est pas bien. Je suis en train de vous expliquer comment sortir de cette situation et ne pas avoir des fausses valeurs. Voilà, là on a eu le basculement. Donc on avait un battement très très faible qui permettait de voir le phénomène, 361,7. Si je réaffiche la ref position, juste avant le basculement, voilà, on va regarder au coup d'avant, le trick d'avant, il est là, voilà. Donc quand on a eu ce franc montant ici, on est allé capturer la position et on était ici, ou même, alors, 361, on a dû capturer ce point-ci. Donc là, on avait 361,75 et puis 361,78. Voilà, on a dû capturer entre ces deux points-là. Bon, ici, on est modulo à la milliseconde, mais le signal, le franc montant, il est arrivé probablement entre deux tops à une milli. Forcément, on ne sait pas. Dans la trace, dans le Cercos, dans le signal pur, non repositionné, on ne sait pas aller en dessous de la milliseconde. Mais le signal a dû arriver entre deux. Et donc, quand on a recalculer sa position, eh bien, on a obtenu ce point rouge, ce point bleu, pardon, en haut, qui était à 361,75. Concrètement, il faudrait faire le modulo 360. On était donc réellement à 1,75. Donc, si je fais un résumé de cette présentation un petit peu longue, 1, la précision, le jitter des captures de position, c'est très 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 précis. Donc on peut faire confiance à ce système pour avoir des touch probes de précision de qualité. Le deuxième point, dans les mouvements endless rapides, on a des phénomènes où on n'est plus dans le 0,360, mais par exemple entre 20, 380 ou entre 40 et 400. C'est pas gênant. Simplement, il faut ne pas oublier de mettre une plage étendue dans les bornes minimax, même si théoriquement on ne peut pas y aller. Voilà, il faut s'en prémunir et mettre plus grand. Encore une fois, là j'ai mis des valeurs beaucoup plus grandes. C'est pas un problème. Voilà, il faudra juste penser à faire la soustraction d'une période par la suite. J'en ai fini avec ce sujet. En téléchargement, en lien ci-dessous, vous pourrez trouver le téléchargement de ce programme pour Machine Expert 2.6. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je vous remercie.